De vous laisser savoir que ce soir, nous sommes en compagnie de Saint-Yann Trampe, qui vient se joindre à nous. On l'avait présentée il y a quelques semaines au début de l'année. Et voilà, elle est de retour avec nous. Et bien sûr, Alexandre Cormier-Denis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et bonsoir Saint-Yann. Bonsoir, bienvenue. Richard. Et on va commencer tout de suite avec l'actualité nationale. Alors, il y a des choses assez lourdes qui se passent en ce moment, là. Hein? Bon, bien sûr, il y a eu le budget. On va pas en parler énormément parce qu'on ne peut pas dire que c'est un budget qui est particulièrement, comment dirais-je, significatif. Sauf que, évidemment, bien sûr, c'est un budget qui survient, un budget de bonbons. Hein? C'est vraiment là, du saupoudrage de bonbons qui vient après quelques années d'austérité. Et finalement, on nous rend l'argent. Puis alors, on le fait d'une façon extrêmement discrétionnaire pour soutenir des petits projets à droite, à gauche, et surtout ne pas toucher aux grosses dépenses de structure que sont l'éducation et la santé, de façon évidemment à ne pas gaspiller le capital, et surtout pour continuer à affamer ces secteurs-là, parce que ça fait partie de l'idéologie néolibérale des libéraux. Alors, et c'est aussi, ça s'accorde bien finalement avec la réduction de l'État québécois, c'est-à-dire que ça suit une double logique de marginalisation de l'État québécois, ou en fait de réduction de l'État québécois, et en même temps, ça suit, on le sait, le grand livre dont s'inspire Monsieur Couillard, The Fourth Revolution. De Monsieur Micklethorpe. Exact. Qui finalement préconise... Ancien rédacteur en chef de la revue The Economist, qui est maintenant au Wall Street Journal. Et qui finalement préconise l'amaigrissement total de l'État à ses fonctions les plus c'est même plus de l'amaigrissement, là, c'est la réduction. C'est la réduction... à son essence la plus primaire. D'ailleurs, il y a un bon article, de Simon-Pierre Savard-Tremblay dans le Journal de Montréal, qui fait quand même une belle analyse du budget de l'État. Et en fait, il dit quelque chose d'assez vrai, c'est-à-dire que c'est quand même la continuité du gouvernement Charest. Absolument. On est dans la même logique, et finalement, depuis 2003, on se retrouve avec un gouvernement qui est totalement dans la même lignée idéologique sur la réduction de l'État, les PPP, les petits dons aux amis, et la marginalisation du Québec. Dans ce sens-là, je trouve ça quand même assez cynique, ce que font les libéraux. Je vais quand même te faire une distinction, Alexandre, parce que sous Charest, il n'y avait pas cette volonté de réduction du Québec. Le Charest avait bien des défauts, des énormes, un fumiste de premier acabit, mais Charest avait tout de même le respect de l'État du Québec. En tout cas, pour lui, le Québec existait. Et puis il était quand même l'héritier du bourrassisme, et puis de la conception qu'avait Robert Bourassa des intérêts supérieurs du Québec. Donc, il était dans cette continuité-là. Avec Couillard, on est en complète rupture avec cette continuité-là. Et là, on est dans l'État croupion, l'État de la province comme les autres. Oui, exact. Hein? Oui, on a la marginalisation politique totale, autant du Québec que des Québécois. Oui. Et ils cherchent, avec une volonté là, qui est presque pathologique, là, de vouloir réduire encore plus, ratatiner toute velléité nationale au Québec, toute velléité d'identité québécoise. C'est une radicalisation du fédéralisme, quelque part. C'est même pas ça. Parce que ça vient encore plus nier le caractère national du Québec. Écoute, c'est lui faire trop d'honneur que le considérer même comme un fédéraliste. Je veux dire, il y a des fédéralistes que j'ai rencontrés que je peux respecter. Ah, mais bien sûr! Mais Couillard, aucun moyen. Aucun moyen. Lui, il a une volonté d'écraser le Québec. Oui. OK? Et l'écrasement du Québec, là, c'est pas ça le fédéralisme. Là. En tout cas, c'est un certain type de fédéralisme. Ah, même pas. C'est même plus du fédéralisme. Parce que le fédéralisme, il faut comprendre, pour qu'il progresse, il faut qu'il soit accepté, consenti.
Lui, il nous fait pas consentir le fédéralisme. Il nous le met l'enfonce en travers de la gorge. C'est vrai, malgré tout, le Parti libéral demeure le parti avec les meilleures intentions de vote. C'est-à-dire que... Oui, encore une fois... Malgré tout, il y a un consentement... Il y a une division, plutôt, je dirais, de l'électorat. Exactement. Qui fait que les libéraux peuvent se permettre ce genre de marginalisation-là des revendications des Québécois. Écoute... C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une radicalisation du fédéralisme, parce qu'il peut aller beaucoup plus loin qu'il le pouvait il y a 20 ans. Dans la division du vote tel qu'il existe, là, il faut bien comprendre une chose. Il n'y a plus de légitimité. Tu ne peux pas être légitime lorsque tu représentes seulement 30% de la population et que tu imposes aux 70 autres % une politique qu'ils ne partagent pas. C'est pas ça la légitimité. OK? Et c'est même antidémocratique. Alors, il faut s'interroger sur ce qu'est vraiment Couillard. Et quand bien même qu'il serait élu avec 32 ou 33% des votes, il va être élu, tu me dis, il va être élu, oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il est légitime pour autant? Non. Alors, c'est ça la question qu'il faut poser. Et c'est comme ça qu'il faut la regarder. Et si on perd ça de vue, puis qu'on se met à accepter son autorité en lui donnant une légitimité qu'il n'a pas, on se trompe nous-mêmes, on se leurre nous-mêmes, on se nuit à nous-mêmes. Oui, il n'empêche qu'il est malgré tout à la tête de ce qui nous reste d'État du Québec. Bien, ce qu'il en reste est en train de fondre à vue d'œil. Tout à fait. OK? Parce qu'il est en train de vouloir le disperser à tout vent, et surtout au vent des petits amis. OK? Et évidemment, c'est pas ça également non plus qui fait des enfants forts. Alors, et c'est ça qui est cynique avec ce budget, c'est-à-dire qu'il y a eu des coupes pendant 3 ans, et là, on est à 1 an des élections, et voilà, on donne... on nous rend ce qu'on nous a enlevé. On nous rend un peu de ce qu'on nous a enlevé. OK? Ouais. Et puis, encore, il faudrait dire merci. Oui. Et puis, tu sais, comme les bons petits chiens, donner un grand coup de langue à M. Couillard. Ben, il y a des limites, là. Oui, tout à fait. C'est vraiment nous prendre pour des chiens. Oui, et puis il a sa base électorale qui bouge pas, donc il peut quand même se permettre beaucoup de choses. Oui, puis il s'en permet des grosses. As-tu vu ça, là? Dans le journal Le Soleil? Là, non, c'est pas Le Soleil, dans le journal de Québec. Il a fait une sortie contre Jean-François Lisée. Ah oui? En l'accusant de négationnisme. Tu te rends-tu compte? Ça, c'est vraiment fort de café, là. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le négationnisme. Là. Le négationnisme, regardez dans le dictionnaire, ça vaut la peine. C'est un mot que Saint-Tienne connaît. Elle ne sera pas obligée de fouiller dans le dictionnaire. Le négationnisme, là, c'est un terme qui a été créé pour décrire la situation des gens qui niaient l'Holocauste. Oui. L'extermination des Juifs par le régime nazi. OK. Autrement dit, sous prétexte que Jean-François Lisée ne partage pas le même point de vue que Philippe Couillard sur le débat sur le racisme systémique, ça ferait de lui un négationniste. Oui. Franchement, là, c'est fort, là. Puis en même temps, on voit la volonté de Couillard de nous enfoncer cette image de raciste dans les yeux, nous culpabiliser à mort, faire de nous une sous-espèce honteuse. Écoute... Un groupe ethnique parmi d'autres. Même plus. Une tribu. Oui, ben, voilà. Une tribu. Oui, c'est assez... C'est assez pathétique, en fait. Non, c'est grave. Et puis, c'est pas comme si Couillard ignorait le sens de ce mot-là, il le connaît très bien. Mais il le fait exprès. Et puis alors, tu sais, je veux dire, il y a une façon de se battre. Celle-là, elle n'est pas noble du tout, hein? Alors, la citation exacte de Couillard, c'est celle-ci. « Le Québec n'est pas une société pire que les autres. C'est une belle société, le Québec. Mais les mêmes démons y résident dans notre société. Et de prétendre, point de suspension, les nier comme il le fait, c'est du négationnisme, Monsieur le Président. » a lancé le premier ministre au Salon Bleu mardi. Donc, voilà, c'est une tentative de décrédibiliser... De noircir. Oui, complètement. Hein? De décrédibiliser, de noircir
Je pense que c'est une tactique que les libéraux vont de plus en plus utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de diaboliser définitivement le Parti québécois et Jean-François Lisée sur ces thèmes-là. Parce que Jean-François Lisée a dégagé l'idée de référendum, donc ça va être plus dur pour les libéraux de répéter référendum, les péquistes ne veulent qu'un référendum, nous on veut s'occuper des vraies affaires. Donc ce que le Parti libéral va faire, il va essayer de d'attaquer le Parti québécois et Lisée sur ces enjeux-là. En gros, pour faire gros, sur la question identitaire. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des attaques de ce genre-là qui vont être de plus en plus virulentes de la part de Couillard. Et je suis content de voir qu'il y a quand même une forme de réaction de la part de Lisée c'est d'ailleurs cette réaction qui a provoqué cette réaction de Couillard, où il a dit, écoutez, je pense qu'on fait un procès inutile aux Québécois, que cette espèce de volonté de nous culpabiliser dépasse les bornes. Et on sent que Lisée a quand même réagi là, face au débat généralisé. Et ça le sort un peu de cette tentative que l'on voit depuis plusieurs mois de se coller systématiquement sur les solidaires et de se plier en quatre pour plaire à un certain type d'électorat qui est concentré sur le plateau Montréal et qui vote pour QS. Donc, dans ce sens-là, je trouve quand même encourageant, malgré tout, la réaction de Lisée sur cette question. Oui, Lisée enfin. C'est ça, exactement. Là. Il a eu une réaction qui était à la fois nécessaire et bienvenue. Quand il a dit, à un instant, la culpabilisation, ça va faire. OK? Parce qu'il va reprendre son débat, son discours identitaire qu'il avait pris pendant la campagne, la course à la chefferie, oui. Alors, bon, on espère en voir plus de ça. On espère en voir plus parce que j'aimerais que tu nous glisses quelques mots là, sur la prise de position, la nouvelle orientation de Vigile à laquelle tu as participé. Oui, ben écoutez, je viens de rentrer sur le comité éditorial de Vigile. Et le conseil d'administration. Ainsi que le conseil d'administration. Comme Saint-Cyr d'ailleurs. Comme Saint-Cyr. Oui. Soulignons-le. Tout à fait. Et en fait, j'ai écrit ce texte avec l'ancien co-animateur de Point de bascule, Jean-Claude Pomerleau, pour finalement dégager les voies de l'avenir pour Vigile, c'est-à-dire rappeler un peu le combat que Vigile mène depuis 20 ans, depuis la défaite référendaire de 95, où M. Frappier a eu finalement l'intuition que les souverainistes québécois allaient avoir besoin d'un médium, ou en tout cas d'une plateforme Internet pour se réunir, pour échanger des idées, pour aussi faire de la réinformation. C'est un terme qui est très utilisé aujourd'hui, qui n'était sans doute pas utilisé à l'époque, mais c'est ce que c'était. Et de rappeler que le combat pour l'indépendance nécessite une forme d'exigence intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se complaire dans les présupposés qui ont forgé le mouvement indépendantiste depuis, grosso modo, la Révolution tranquille, et que le 21e siècle a peut-être amené des formes de changements politiques majeurs sur la doctrine adoptée pour les souverainistes, notamment cette question que la politique est divisée, que le champ politique se divise principalement entre gauche et droite. Alors, j'ai voulu rappeler que la lecture globale de Vigile se situe sur un autre axe, sur l'axe qui sépare les patriotes des mondialistes. C'est-à-dire les partisans de l'enracinement et les partisans du déracinement. Si tu me permets de t'interrompre, Alex, faut quand même être conscient que c'est pas particulier à Vigile, cette prise de conscience. C'est bien vrai. Hein? En fait, elle commence à s'implanter tranquillement un peu partout. Et il y a juste à regarder la situation politique en France à l'heure actuelle pour comprendre que, justement, le clivage a volé en éclats. Mm-hmm. On assiste peut-être, d'ailleurs, à l'éclatement du Parti socialiste. À l'éclatement de la gauche française. Ouais. OK? Et pourquoi? Parce qu'elle n'est plus pertinente. Et parce que, depuis plusieurs années,
C'est une partie de la droite aussi. Hein. C'est pas seulement la gauche, bien sûr, parce que alors il y a eu, moi c'est l'expression que j'emploie, il y a eu une repolarisation qui s'est faite. Alors les gens de gauche sont rendus des gens de droite et les gens de droite sont rendus des gens de gauche, ce qui fait que de toute façon on n'est plus capable de suivre quoi que ce soit en se basant sur cet axe-là, ce clivage-là. Tout à fait. Pour analyser, c'est plus du tout la grille de lecture pertinente. Et il faut en adopter une nouvelle. Et elle nous est imposée par la force des choses, par l'affrontement qui est réel entre les forces de la mondialisation et celles du souverainisme. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réelle volonté de la part d'une partie de l'élite de voir disparaître les référents nationaux. C'est ça. De voir disparaître les États, de voir disparaître la nation comme étant au centre de la vie démocratique. Hein, je rappelle, c'est quelque chose que je rappelle dans mon texte, mais le mot démocratie vient de deux mots grecs, démos et kratos, le peuple et le pouvoir. C'est le peuple qui est souverain en démocratie. Et le peuple, ben, il est circonscrit. Il habite un territoire, il a une histoire, il parle une langue. Et c'est pour ça que cela m'apparaît un combat fondamental que celui de la souveraineté nationale, parce que c'est la seule manière qu'on puisse exercer une réelle démocratie dans un cadre particulier qui est celui de l'État-nation. On n'a pas encore trouvé de meilleurs moyens de faire de la politique que dans l'État-nation. Même quand on essaye, vous savez, il y a eu des grands projets impérialistes au début du 21e siècle. On a tenté d'imposer la démocratie en Irak, en Afghanistan, d'imposer par la force quelque chose qui... Surtout imposer un modèle étranger tout à fait. À la réalité de l'endroit. Exactement, c'est exactement ça. Alors que finalement, la démocratie représentative comme on la connaît ici, principalement en Occident, c'est un modèle qui est issu de l'histoire. C'est-à-dire c'est un long processus qui a permis l'évolution d'un cadre politique pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Et il y a une tentative réelle, comme tu le disais tout à l'heure, Richard, de détruire ce qui a été fait pour finalement faire reposer... C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qu'on cherche désespérément à implanter. Et il faut savoir qu'on cherche... Sans le consentement des peuples. Sans le consentement des peuples, parce qu'on a compris que les peuples ne veulent rien savoir. En fait, dès lors que les peuples se mettent à comprendre de quoi ils retournent, ils s'y opposent avec la dernière énergie. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt attachés à cette forme-là d'État-nation, à leur tradition, à leur histoire, leur passé. Parce que ces notions-là sont ancrées dans leur réalité. Bien sûr, exact. Et comme le disait le général de Gaulle, il n'y a pas de politique qui vaille en dehors de la réalité. Tout à fait. Hein? Alors, la réalité... elle s'impose, et puis elle finit toujours par reprendre ses droits. Chasser le naturel, il revient au galop, dit le proverbe. Hein? Alors, quand on cherche là à faire de la démocratie à l'américaine en Afghanistan ou en Irak, c'est peine perdue, hein? Oui, on a vu. C'est pour ça que ça me fait toujours rire les histoires vous savez, de gouvernance mondiale. Ben oui. C'est rigolo parce qu'on n'est pas capable d'implanter un système démocratique en Afghanistan ou en Irak et on veut faire une démocratie mondiale. Oui, ben, que pensent les Chinois? Est-ce que le Parti communiste chinois va se laisser renverser aussi facilement? Que pensent les Russes? Et même les Russes, je veux dire... Comment on va implanter ça, même en Amérique latine ou en Afrique? Tout ça relève un peu d'une idéologie délirante. Il y a quelque chose de l'hubris, hein, cette espèce le mot grec pour démesure, une démesure de la pensée de la part de ces mondialistes qui pensent vraiment pouvoir manipuler les choses et les peuples en faisant de l'ingénierie sociale pour parvenir à leur fin. Qui est totalement antidémocratique, parce que les peuples, comme tu le sais, ne suivent pas. Bon, c'est ça. Alors, l'ingénierie sociale, et puis là, on est en train carrément de tomber dans l'eugénisme, tu sais, dans les formes extrêmes. Les Allemands se sont essayés à ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a vu ce que ça a donné. Hein? Alors, la destruction de l'Europe, notamment. En fait, plus ça va, plus cette gouvernance mondiale qui cherche à s'imposer prend des allures nazies. Oui, alors je reprends, tu parles de nazi dans le sens de totalitaire? Totalitarisme, oui. Répression de l'individu, répression des droits.
il faut quand même réaliser que le système américain qui est fondé sur the Bill of Rights et puis sur la déclaration de la Constitution, etc., écoute, je veux dire, c'est quand même grave quand on voit de quelle façon, aujourd'hui, les droits sont bafoués avec toute la surveillance qui est sur les citoyens. Ah, mais ça c'est intéressant parce que il y a un consentement quand même des populations à cette surveillance-là. Il n'y a pas de consentement. Non? Non. Je pense que non. Penses-tu? Moi, je pense que les gens s'habituent. On s'habitue au totalitarisme quand même. Non. Les gens subissent. Oui, ils subissent, mais ils participent aussi. C'est-à-dire, ils donnent gratuitement parce qu'ils sont leur soumis, mot de passe. Parce qu'ils sont dans l'ignorance, sont tenus dans l'ignorance. En fait, oui, non. Puis ensuite, on regarde la propagande qu'on leur sert. OK? Ils sont nourris, gavés de propagande. Ah ben ça, c'est sûr. Alors, et puis dans le fond, tant et aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas quelles sont les implications dans leur vie quotidienne de ces mesures-là, ils laissent aller, ils laissent courir. Évidemment, ils se mettent à renacler lorsqu'ils découvrent qu'ils sont touchés dans leur quotidien. Et plus ça va, plus ils sont touchés dans leur quotidien. Alors, et ça vaut partout, hein? Ça vaut aux États-Unis, ça vaut en Europe, ça vaut chez nous aussi. Est-ce que tu parles de la motion M103? Ben, entre autres. Ouais. Hein? Ouais. T'as des idées là-dessus? Ben, j'ai des idées. Enfin, je trouve ça un peu... tu nous as pondu un bon article sur Vigile. Oui, ben, je trouve ça assez terrifiant, en fait, parce que évidemment, la motion telle qu'elle est rédigée, on peut difficilement être contre. C'est-à-dire que, bien sûr, tout le monde est contre le racisme et contre la discrimination. Le problème, c'est quand on regarde dans le détail d'où vient la motion, c'est-à-dire elle vient d'une députée qui est proche, qui a été soutenue par l'Islamic Society of North America, qui a été très proche et qui l'est encore de milieux et de mouvements islamistes très durs, notamment le Jamiat-e-Islami, qui est le grand parti islamiste pakistanais. L'Islamic Society of North America s'est fait retirer le statut d'organisme caritatif parce qu'on s'est rendu compte que l'argent allait à des organisations classées terroristes par le Canada. Alors, ça donne une idée. Par le Canada de Harper. Par le Canada, oui, exactement, par le Canada de Harper. Madame Khalid, qui est la députée de Mississauga, qui a présenté la motion M103, a été la présidente de la Muslim Student Association de l'Université York, qui est une association fondée par les Frères musulmans, donc la plus grande organisation islamiste jamais faite, jamais construite, jamais organisée. Et lors d'un événement fait par cette association étudiante-là, il y a eu une distribution de livres dans le cadre d'une activité prosélyte pour faire connaître, évidemment, l'islam aux étudiants. Un livre où on mentionnait que les femmes pouvaient être battues parce que, dans le fond, parfois, elles le prennent comme un signe d'amour et d'attachement. Donc, on était dans la justification des violences conjugales sur les femmes. Donc, c'est assez troublant parce que quand on connaît exactement les mouvements islamistes, souvent, vous savez, les gens ont l'impression que pour être un islamiste, il faut avoir une kalachnikov, une ceinture d'explosifs, crier Allahu Akbar et tuer des mécréants. Or, malheureusement, si c'était si simple, ça serait facile. Parce que la réalité, c'est qu'il y a deux tendances au sein du mouvement islamiste. Il y a une tendance, effectivement, djihadiste, militariste, mais de prise de pouvoir en faisant finalement une révolution islamique, en attaquant l'État et en prenant le contrôle de l'État de manière directe. C'est une croisade à l'envers. Oui, exactement. C'est le djihad armé, exactement. Et de l'autre côté, il y a une manière beaucoup plus insidieuse qui a été la méthode prise par les Frères musulmans, qui est une doctrine politique qui s'appelle l'islamisation par le bas. Alors, en quoi ça consiste? Ben, c'est la prise de pouvoir, mais par la société civile. C'est-à-dire qu'on va finalement faire en sorte de financer des organisations, imposer aux populations le plus possible, distiller la propagande islamique pour que la société civile accepte dans un premier temps les mœurs islamiques, accepte la jurisprudence islamique, accepte les prescriptions islamiques. La charia. Et à terme, adhère à la charia.
Mais c'est une stratégie qui a été utilisée par les frères musulmans, par exemple en Égypte, qui a été utilisée également en Algérie, après la guerre civile des années 90, dans le cas algérien. Et finalement, on s'est retrouvé dans une situation où le monde arabe a été islamisé par le bas. C'est-à-dire que les partis islamistes ou les groupuscules islamistes n'ont pas réussi à prendre le contrôle des États, mais ils ont réussi à islamiser la société en douce. C'est-à-dire par des pressions sociales. Et c'est ce qui est inquiétant avec la motion M103, c'est-à-dire que quand on condamne l'islamophobie, on ne sait pas ce que cette notion-là révèle. Mais oui, même le mot islamophobie n'est même pas reconnu par les cercles scientifiques. Mais non, parce que c'est même pas un mot qui est légitime à être utilisé. Parce que il n'y a pas de définition. Exactement. Parce que, écoutez, si on veut pas l'application de la charia, est-ce que ça fait de nous des islamophobes? Si on est mal à l'aise à l'idée que des femmes en niqab soient, par exemple, dans la fonction publique, est-ce que ça fait de nous des islamophobes? Mais regardez la motion qui a été adoptée, là, et vous allez voir, bon, on reconnaît l'islamophobie. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que ça correspond aussi à l'esprit juridique anglo-saxon. OK? Parce qu'un concept n'est pas connu nécessairement, il est interprété, on lui donne un sens au fur et à mesure que se présentent des cas, et c'est ça le droit positif, la jurisprudence. OK? Meilleur exemple pour ça, c'est la définition, c'est le mot obscénité. Dans le code criminel, où c'est un mot qui est présent, mais dont le sens s'est développé avec la jurisprudence. Et il faut comprendre qu'avec le temps, c'est un mot dont le sens a changé. Va changer nécessairement. Autrement dit, entre la notion qu'on pouvait avoir de l'obscénité en 1890, au moment de l'adoption du code criminel, et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. On comprend que c'est plus du tout la même notion. Bien sûr. OK? Alors, et même les juges, là, à un moment donné, leur façon de réagir, c'était des juges anglais qui faisaient ça, et ils disaient obscenity, I can't tell you what it is, but I know it when I see it. OK? Alors, on voit tout de suite là, comment, quelle façon, quel mode d'esprit ils ont face à ces réalités-là. Ils s'en foutent que le mot n'existe pas. Ils vont lui donner un sens au fur et à mesure. Oui. C'est la même chose pour les accommodements raisonnables. Tout à fait. Le même genre de concept. Si vous prenez le concept des accommodements raisonnables, d'où ça sort ce mot-là? Hein? Ben, figurez-vous que c'est un concept qui a été développé pour les handicapés en droit du travail. Hein? Et puis tranquillement, là, c'est une notion qu'on a élargie en disant, tiens, elle est peut-être commode, on va l'utiliser à autre chose. Oui, tout à fait. Puis là, on est rendu, là, écoute, je veux dire, c'est à vouloir développer une philosophie de société à partir d'un concept qui n'a vraiment été pas développé pour ça, là. Ouais, oui, c'est un terme parmi tant d'autres de ce néologisme qui empêche toute compréhension des enjeux contemporains. Bon, et ça, c'est typiquement anglo-saxon, et c'est contrairement à l'opposé de l'esprit français. Hein? En français, on part d'une règle, OK, et on établit des exceptions. Et puis, en anglais, c'est le contraire. Mais M103, c'est vraiment du jamais vu. C'est un précédent dans les pays occidentaux. C'est pas vrai, il y a un précédent. Ah oui, c'est quoi? J'ai cherché. Il y a un précédent. Je vous écoute. Et j'en suis responsable. J'ai fait adopter une motion à l'Assemblée nationale en 1996 qui appelait l'Assemblée nationale à condamner le nationalisme ethnique sous toutes ses formes. Oui, sans viser nécessairement, c'est sur le racisme large, mais sans viser une communauté. Sans viser une communauté, non, ça, justement, je n'avais pas fait ça. Mais il y a un précédent. Non, c'est ça. Mais empêcher l'islamophobie... Et alors, la motion avait été adoptée à l'unanimité. Et ça avait été dans la foulée, évidemment, des propos de M. Parizeau le soir du référendum. Oui, c'est pas l'islamophobie. Non. Les seules places qui est appliquée des lois contre
l'islamophobie, c'est dans les pays où qui appliquent la charia. Oui. De facto. Tu peux pas être islamophobe dans des pays, dans les 50, la cinquantaine de pays qui appliquent la charia. Pardon. Oui. Mais sur le racisme, partout... Puis alors, essayer d'assimiler racisme de faire de la question de l'opposition à une religion une question de racisme. C'est ça qui est complexe. Ça devient complexe. Parce que là, à critiquer un dogme religieux, écoutez, ça revient à mettre en place l'idée de blasphème. C'est ça. De sanctionner le blasphème. Et finalement, c'est assez particulier parce qu'on se rend compte que la seule religion qu'on peut critiquer allègrement, sans craindre ni les foudres médiatiques, ni même des attentats, ni même pour sa vie, c'est la religion catholique, ou disons plus largement la religion chrétienne. C'est la seule qui finalement, on peut attaquer sans avoir peur qu'il y ait des lobbies quelconques qui viennent nous dénoncer comme étant la lie de l'humanité. Parce que finalement, les chrétiens, ils sont sécularisés, ils ont intégré le fait que leur croyance était individuelle, était réduite à l'espace privé, et ils sont totalement habitués, malheureusement, à ce qu'on rit un peu d'eux. Et c'est pour ça que je pense que il y a une forme de réveil sur ces enjeux-là au Québec, parce que finalement, la religion de l'autre nous fait nous poser des questions sur les fondements de notre propre société. Hein. Cette espèce de sentiment épidermique sur les crucifix dans les espaces publics nous démontre à quel point les Québécois, malgré une élite de plus en plus mondialiste et à tendance apatride, les Québécois demeurent attachés aux fondements très attachés. D'ailleurs, on a publié Québec. sur Vigile aujourd'hui un sondage qui n'a pas été réalisé ni par CROP, ni par Léger, mais un sondage quand même qui offre certaines garanties, des garanties de méthodologie suffisamment sérieuses pour qu'on prenne la peine de le rapporter, et qui montre qu'il n'y a aucune commune mesure entre les perceptions rapportées par les maisons de sondage, justement, à la solde de Radio-Canada, de la presse ou autre. D'ailleurs, il faut savoir que le site CROP, la compagnie CROP, c'est une compagnie qui appartient à l'Empire Power. Oui, en effet, oui, c'est une... Ouais. Alors, tu sais, c'est les mêmes actionnaires. Hein? C'est les mêmes actionnaires. C'est les mêmes actionnaires. Oui. Alors, à un moment donné, il ne faut quand même pas rire de nous, là. OK, on voit bien comment on est manipulé, par qui on est manipulé et pourquoi on est manipulé. Tout à fait. Alors, on a des comment dirais-je, des chaînes à secouer. Oui, et dans la liste des chaînes à secouer, je ne sais pas si vous avez vu ça, cette semaine, l'histoire de Nadia El Mabrouk, qui a reçu son fils, son fils rentrait de la maison, l'école primaire, et il revenait d'avoir son cours d'éthique et culture religieuse. Oui, ECR, éthique et culture religieuse. Alors, elle était très contente parce qu'il avait obtenu un 93%. C'est ce qui est rapporté dans le journal Le Soleil. Sauf que, quand elle s'est penchée sur ce qu'enseignait le cours éthique et culture religieuse, elle s'est rendue compte que c'était catastrophique. C'est-à-dire que l'enseignement sur l'islam, c'était pas l'enseignement sur l'islam, c'était l'enseignement sur l'islamisme, justement. C'est-à-dire qu'on présentait notamment une petite fille intégralement voilée. Et il y a eu plusieurs cas comme ça, où des femmes musulmanes, ou en tout cas de culture musulmane, plutôt sécularisées et laïques, se sont fait dire par leur enfant qui revenait des cours de CR, « Maman, pourquoi ne portes-tu pas le hijab? » Ah oui? Ouais. Alors, c'est hallucinant. C'est-à-dire que notre propre école québécoise, par l'entremise de cours totalement idéologiques, notamment celui d'éthique et culture religieuse, projette les enfants dans une réislamisation et culpabilise les parents parce qu'ils ne sont pas assez religieux et islamisés. Ouais, c'est hallucinant quand même. Ben oui, ce sont nos taxes qui payent ça. Oui, et j'ai vu que le ministre a décidé de confier à la personne qui avait conçu le cours de le réviser. De le réviser. Ah ça va être beau. Ça va être du joli, hein?
C'est scandaleux. On en a plein d'histoires d'horreur de ce genre. Mais c'est-à-dire qu'il y a des chaînes à secouer. Oui, mais tout à fait. Non, mais les dérives s'accumulent. M103, le cours d'éthique et culture religieuse, le procès de culpabilisation des Québécois, les tentatives de retirer le crucifix. C'est-à-dire que sans arrêt, les Québécois sont confrontés à la question du multiculturalisme, de l'effacement de nos racines et de l'effacement de nos fondements nationaux. Et j'espère que tout ça va se traduire de manière saine et cohérente aux prochaines élections. C'est vraiment ce que je souhaite. Oui. Moi, c'est ce qui me frappe, là. C'est, il y a quelques années, ces choses-là ça n'existait pas dans le débat public. Ça n'existait pas. Alors, elles se mettent à apparaître dans le débat public et elles sont, pour moi, le signe d'un haut-le-cœur, d'un ras-le-bol. Hein? Mais parce que la pression aussi de l'adversaire augmente. Augmente, c'est ça. Ouais. Et puis, on dirait que l'adversaire est comme pressé d'en finir. Oui. Hein? Oui. Alors, on se demande pourquoi. Et puis là, on comprend que lui-même est acculé au pied du mur. Il faut comprendre que si, par exemple, on a appris que George Soros là, a un plan pour le Canada, on a mis ça en ligne sur Vigile aujourd'hui. Une vidéo réalisée en anglais, hein, c'est pas au Canada anglais, par des gens qui sont devenus conscients que Soros avait un agenda pour le Canada et que c'est un agenda qui était partagé par Justin Trudeau. Ah, c'est sûr. Ils sont main dans la main dans leur projet mondialiste. C'est ça, exactement. Alors, eux sont pressés parce qu'ils savent que la tempête est en train de se lever. OK? Et donc, ils voudraient aller chercher, affirmer, sécuriser des acquis qu'ils croient avoir pour faire en sorte qu'il ne soit plus possible de reculer. C'est en gros faire du Canada l'espèce de base arrière du mondialisme. Voilà. En gros. Si on veut dire, entre autres. C'est bien dit. Et s'attaquer notamment à l'administration Trump, évidemment. S'attaquer, bon alors là, imagine, c'est un ridicule achevé. Ouais. Le Canada ne fait vraiment pas le poids devant les États-Unis. Peu importe qui puisse en être le président, et peu importe même si le président était complètement fou. Ce que les démocrates sont en train d'essayer de démontrer. Ouais. Mais tu peux pas. Le Canada est tributaire du marché américain à un tel degré que aller s'opposer, jouer au coq devant le gouvernement américain, c'est se tirer dans le pied. Alors, j'espère que c'est pas ça la stratégie du gouvernement Trudeau, parce que si c'est le cas, ça va pas être beau tout à l'heure. D'ailleurs, de toute façon, il y a déjà suffisamment d'indications à l'heure actuelle que c'est pas beau du tout. Hein? Mais enfin même, ça va pas du tout. Et sur le plan économique, on le sait, ça va pas. Le gouvernement fédéral nous présente un budget avec un déficit qui, à la fin de l'année, va être infiniment plus grand que celui qu'il a annoncé. Ah ben là, oui, là, Trudeau, hein? C'est bon. Hallucinant, là. Et puis... au moins, il perd des appuis. Il perd des appuis. Puis oui, là, la lune de miel est définitivement terminée, là. Ça glisse. Alors, les gens ont fini de le trouver beau, là, à faire des... c'est ça. Quand on touche au portefeuille, c'est sûr que ça affecte un peu. C'est ça. Alors là, tout est en train de changer. Et on comprend qu'il y a des gens qui cherchent à fixer leur position avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'ils les perdent. Alors, c'est ça l'impression qu'on a aussi comme il y a une précipitation, là. Et c'est malheureusement le résultat devant lequel on se retrouve aujourd'hui. Alors, à travers tout ça, il y a quand même des choses qui se poursuivent au Québec. Et puis, il y a notre projet d'indépendance auquel on tient. Et c'est justement pourquoi, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est terminé, on oublie ça ». Non, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été autant d'actualité. C'est bien vrai. Autant d'actualité. Et peut-être pas parce que les Québécois sont prêts à la faire ou en veulent. De toute façon, ils n'auront pas le choix, ils vont y venir. OK? Pourquoi? Tout simplement parce que la conjoncture mondiale, à l'heure actuelle, les dynamiques sont enclenchées dans ce sens-là. J'aime ton optimisme. Ah, c'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme.
Oui, mais non, mais ça amène un esprit de combativité parce que le problème, je trouve, dans le mouvement souverainiste actuel, c'est qu'il y a une forme de lassitude. On sent qu'il y a une espèce de désespoir qui s'est emparé de nous. Et j'aime ça parce que tu viens nous réveiller avec ce genre d'analyses que tu portes souvent. Ben oui, mais écoute. Je les porte pas parce que je veux les porter. Non, je sais bien, mais... Je les porte parce que les événements sont là pour me le dire. OK? Moi, tout ce que je fais... Il y a un retour au niveau mondial du concept d'État-nation. Tu le sais, juste à cause de Vigile, mes remarques, ça a toujours été un trait de ma personnalité. Je suis intéressé par les débats politiques, non seulement au Québec, mais à l'échelle internationale. Bien sûr. Je suis intéressé à la situation aux États-Unis, je suis intéressé à la situation en Russie, je suis intéressé à la situation en Europe. Donc, avec Vigile, l'obligation que j'ai de produire chaque jour une revue de presse internationale m'amène nécessairement à prendre connaissance de toute l'information qui est disponible, et Dieu sait s'il y en a à l'heure actuelle. Et à part ça, à faire le tri entre ce qui est bon et moins bon. Quand je dis bon ou moins bon, c'est des appréciations qualitatives que je peux faire à partir des sources d'information et de savoir si c'est sérieux ou pas. Écoute, à l'heure actuelle, on est chanceux. Moi, j'en reviens pas, la multiplication des sources d'information que j'ai été à même d'observer sur le net quelques années, depuis ne serait-ce que 3-4 ans. Ah ouais. Et ce que je trouve encore plus extraordinaire, c'est la possibilité maintenant que nous avons de prendre connaissance de beaucoup de cette information-là en français. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Tout à fait. Il y a quelques années, là, quand j'ai commencé à produire j'hésitais parce que je me disais, je vais quand même pas me mettre à publier sur Vigile des textes en anglais. Ça correspondait pas je le fais encore au mandat. À l'occasion parce que franchement, ça vaut la peine. OK? Mais j'ai toujours un recul, une réticence à le faire. Mais mon Dieu, ma tâche est grandement facilitée à l'heure actuelle par la multiplication des sites d'information en français et qui sont d'excellente tenue. Tu sais, on a beau dire que c'est les Russes, mais Russia Today ou Sputnik ou même la Pravda, c'est quand même assez remarquable. Mais ça c'est intéressant aussi, parce que le contexte géopolitique actuel fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a finalement deux systèmes médiatiques un peu qui s'affrontent, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Russie. On sent qu'il y a une volonté de la part des Russes de diffuser leur lecture géopolitique à eux, pour que finalement, même les populations occidentales ne soient pas qu'exposées à la narration américaine. Mais je t'avoue qu'au cours des dernières semaines, j'ai été surpris de trouver sur Russia Today des textes concernant le Québec ou le Canada, qui étaient tout à fait, mon Dieu, bien informés. Oui, oui. Et puis, c'était bien présenté correctement, puis c'était en bon français. Tu sais, on est même plus... Donc, c'est de plus en plus diversifié. Voilà. Oui, oui. Non, mais ça, c'est bien. L'Iran a un site où il diffuse en français. La Syrie a un site où elle diffuse en français. Le ministère de la Défense russe diffuse en français. Écoute, tu vas voir à Washington ce qu'ils diffusent en français, toi. Hein? Le seul souvenir que j'ai d'un texte diffusé en français sur le New York Times, et encore dans l'édition électronique, c'est le discours de Mme Marine Le Pen au mois de juin dernier, à peu près à l'époque du Brexit. Oui. Il y avait, oui. C'est tout. OK? Et c'est pas parce qu'il y a des Américains, il n'y a pas des Américains qui parlent bien le français, il y en a des... il y a des universitaires américains qui s'expriment très bien en français. Il y a une tradition francophile aux États-Unis. Exactement, chez l'élite. Chez l'élite, bien sûr. Certaine élite, là. L'élite patriotique, pas l'élite financière. OK? Alors, donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, il est possible d'être bien informé, et aujourd'hui, il est possible pour tout le monde de comprendre que l'enjeu, c'est la mondialisation. Le mondialisme contre le souverainisme. Tout à fait. Et alors, quand on sent la dynamique en faveur de l'État-nation, et c'est le premier qui tu sais, il faut quand même se souvenir de ça, là. Je veux dire, c'est pas rien. Le premier qui l'a fait, c'est un universitaire, un Canadien de très haute voltige. C'est
John Ralston Saul, l'époux de l'ancienne gouverneure Adrienne Clarkson, dans un bouquin sur l'effondrement du mondialisme. Hein? Écoute, ce bouquin date de 2005. Okay? Et c'est lui qui a dit, après l'effondrement du mondialisme, le retour de l'État-nation. Et quand on lui demande, quand il explique ce qu'est le mondialisme, il dit, c'est une idéologie. Bien sûr. Hein? Un peu utopiste. Il y a une forme d'utopie, là. On veut créer un monde nouveau avec un homme nouveau, déraciné, qui va être chez lui autant à Tokyo qu'à Buenos Aires, qu'à Montréal ou Berlin. Il y a un peu quelque chose de l'ordre du délire, là. C'est messianique. Oui, messianique. Mais oui, c'est ça. Messianique, utopiste et totalitaire. Parce que dès qu'on ne veut pas, dès qu'on refuse ce qui nous est proposé comme étant le sens de l'histoire, parce que ces gens-là sont complètement sont dans une espèce d'hubris totale, ils pensent que c'est le sens de l'histoire, et que ne pas adhérer à cette idéologie-là, c'est vouloir demeurer dans le passé, alors que je pense qu'au contraire, l'avenir est beaucoup plus au retour de l'État-nation qu'à cette idéologie mortifère qui tente finalement à amenuiser toutes les différences mondiales. Hein. Si Shanghai, Montréal, Bamako ressemblent toutes à New York, mais il n'y a plus de diversité. Non. On est dans la destruction du patrimoine de l'humanité, on est dans la destruction des cultures, et au contraire, des langues. La destruction des langues. Regardez la soumission, mais alors, honteuse des derniers gouvernements français, qu'il soit agi de Hollande, de Sarkozy avant lui, ou même de Chirac, de découvrir sur le site de la présidence des textes bourrés de fautes d'orthographe et présentés comme si ça allait de soi. Hein? Comme décomplexé, là. L'erreur, pas de problème. Puis, l'utilisation de l'anglais, pas de problème. OK? Un nivellement par le bas. Un complet. Puis, alors, un jargon. Tu sais, il est frappant de constater, par exemple, que si tu prends le rapport annuel d'une compagnie comme Total en France, dans laquelle sont associés assez fortement les frères Desmarais, tu regardes le rapport annuel et tu constates que la qualité de ce rapport annuel-là, du texte français, est mais grandement inférieure à la qualité du texte français du rapport de Power Corporation. Alors, tu te poses la question, comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'ici, ça passerait pas. Okay? Mais il y a une hypersensibilité québécoise sur les questions. C'est très bien, et puis c'est ce qui nous garde en vie. Si on est encore en vie après 400 ans, c'est uniquement parce qu'on a cette hypersensibilité-là. Oui, et qu'on a une conscience nationale de la défense de la langue. Oui, mais alors, c'est quand même... ça a tombé par terre de voir que les Français n'ont même plus ça. C'est-à-dire qu'ils sont chloroformés. Oui. Chloroformés au cash. Oui, et à la haine de soi. On le répète un peu la même chose qu'on répète aux Québécois. Vous savez, la France est petite, elle ne peut pas survivre sans le fédéralisme européen. On leur sert un peu la même soupe qu'aux Québécois. Hein? Exact, mais c'est exactement la même soupe. C'est-à-dire une provincialisation de la France à l'intérieur des frontières de l'Europe, ce qui fait qu'ils abandonnent la francophonie, ils abandonnent le rayonnement de la langue française, qui est leur aire naturelle, si on veut, de déploiement de leur culture nationale. Et ça mène à ça. Ça mène à une forme de haine de soi généralisée où on est culpabilisé, c'est le cas en France, mais c'est le cas partout en Occident, culpabilisé sur l'histoire, culpabilisé sur le passé, culpabilisé sur l'identité. Et c'est exactement ce qui fait le jeu des mondialistes. Culpabilisé sur... écoute, c'est pas rien, là. Culpabilisé sur le mariage, culpabilisé sur la famille, culpabilisé sur le genre, le sexe. Oui. Hein? On ne peut plus dire sexe, il faut dire genre. Oui, bien sûr. Hein? Genre. Genre, virgule, genre. Tout à fait, tout à fait. Hein? C'est la déconstruction totale. C'est le transhumanisme. Ça mène au transhumanisme. Alors peut-être peux-tu expliquer, Richard, pour nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec ce terme, qu'est-ce que le transhumanisme? Écoute, j'ai pas revérifié le dictionnaire, mais je suis tombé ce matin, par hasard,
toujours à cause de mes quêtes. Ta curiosité non, mais c'était sur le site du boulevard Voltaire. Oui, d'accord. OK. Et il y a un texte qui a attiré mon attention. C'est très intéressant d'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, le site. Alors, il y avait un texte qui parlait d'une déclaration qui avait été faite par un évêque de France, Monseigneur Sarah, OK, qui se trouve à être un noir. Ce qui démontre à quel point le clergé français là, a subi des transformations assez radicales. Bien sûr. OK. C'est le cas au Québec aussi. Hein? C'est le cas au Québec aussi. C'est le cas au Québec aussi. C'est-à-dire que les pays qu'on a évangélisés nous envoient maintenant leur curé. Bien sûr, parce qu'il y a un effondrement du catholicisme chez nous. C'est assez spectaculaire. Ouais. Et même il y a 10 ans, quand mon père est décédé et puis qu'il a été... il a choisi d'être enterré en France, la messe a été prononcée par un curé qui était noir. Oui, d'origine africaine. C'est pas très étonnant. Alors, toujours est-il qu'il prononce un discours qui est absolument extraordinaire et il rappelle des choses fondamentales à partir des règles de vie, le respect dû à la vie. C'est fondamental. Avec toutes les initiatives d'eugénisme, hein, de vouloir créer des nouveaux humains à partir de cellules souches choisies, on est en train de faire de la sélection. Et c'est ça, là, c'est à partir de ce moment-là qu'on tombe dans le transhumanisme. Oui, puis le transhumanisme aussi, c'est aussi la volonté de transformer les capacités mentales et physiques des humains à un point extrême, c'est-à-dire de considérer même que la mort devient une maladie comme les autres. Exactement. C'est-à-dire de vouloir carrément changer, si on veut, ce qu'on connaît de la nature humaine depuis alors, ça mène le transhumanisme mène au concept du surhomme. Hein? Tout à fait. Et puis, ça, là, c'était exactement le concept du nazisme. Hein? Oui. Bon. Alors, et il y a le bonhomme qui a été le premier conscient de ça, c'est un professeur français, le professeur Lejeune. C'est un généticien. C'est lui qui a découvert que, justement, la trisomie était d'origine génétique. OK? Et... donc, possibilité de la retracer. Alors, imagine-toi que ce bonhomme-là, là, il est en voie de canonisation. Je n'en revenais pas. J'étais ignorant de ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris ce matin. Et quelques heures plus tard, sur ma page Facebook, il y a quelqu'un qui affiche un lien pour une pétition pour un petit trisomique, une famille de Québécoises de Montérégie, là, qui, en raison des coupures budgétaires de M. Couillard, avait droit à des services importants qui valaient plusieurs centaines de dollars par mois et qui ont été réduits, figure-toi donc, à quoi? Au coût du taxi pour le transport. Oh. Hein? OK? C'est lamentable. Et là, c'est parce que ce qui est particulier d'ailleurs avec ça, c'est que les impôts baissent pas, là. Non. Les gens payent pas moins d'impôts, donc on paye autant d'impôts, voire peut-être plus, ça coûte encore plus cher, et on a moins de services. C'est pathétique, là, ce gouvernement libéral actuellement. Là. Alors, imagine-toi cette famille-là, là, qui est placée dans une situation comme celle-là, et on voit là à quel point le système est défaillant, parce que d'une part, on va investir dans le transhumanisme, dans le développement de surhommes, de ci et de ça, là, à travers des budgets de recherche à droite et à gauche. OK? Mais par contre, on ne se soucie plus des gens qu'on a. Puis on joue avec la vie. Tu sais, je veux dire, finalement, on est en train de jouer au bon Dieu. Oui. Ben, c'est parce que c'est rentable, hein? Oui, ça, mais l'homme économique. C'est ça. La réingénierie de la nature humaine, la biologie, c'est rentable. Faire des modifications corporelles. Oui. Ben, en tout cas, alors, c'est spectaculaire, oui, bien sûr. C'est ça, une grosse avancée scientifique. Je suis constamment, tous les jours, ramené à cette phrase qu'on m'a donnée à commenter en dissertation en philosophie au baccalauréat
en 1966, « Science sans conscience et la ruine de l'homme ». OK? Oui. Alors, mais la conscience, c'est quoi? Hein? Et bon, j'ai eu une bonne note. on a une J'ai science... eu 17 sur 20. Bon. J'étais bien content. Vous avez une bonne mémoire. Ah non, je m'en souviens de ça. On a une science qui évolue beaucoup plus rapidement que l'intelligence humaine. Donc, ouais. Ou en tout cas, que notre science morale aussi. Puis alors, en même temps, c'est la morale. La morale, c'est toujours embêtant, hein? Par rapport à quoi? Ouais. OK. Ma morale est-tu meilleure que la tienne? Tu sais, c'est toujours des questions délicates, ça. Bien sûr. Mais c'est pourquoi il faut se référer non pas à la morale, mais à la conscience. En soi. La conscience du bien et du mal. C'est toujours le guide. Ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de champs de ce qu'on appelle la bioéthique aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un champ spécialisé même de la philosophie sur les questions éthiques liées aux avancées, surtout dans le domaine de la génétique et justement toutes ces questions d'eugénisme, toutes ces questions de transhumanisme qui se poussent. C'est des questions dont finalement que la société à laquelle la société va de plus en plus devoir répondre. Attends un petit peu. Est-ce qu'elle... Je suis pas sûr, moi, que la société est en train de répondre. Il y a des gens qui se posent des questions, oui, mais est-ce que la société... On va être confronté à ces problèmes-là, en tout cas. Oui, on est confronté. Mais, tu sais, il faut retomber là. Tout ça est encadré par la loi. Bien sûr. Or, la loi, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression de la conscience collective. OK? Pas moi qui l'ai dit, là, c'est OK? C'est la sociologie du droit, là, si ma mémoire est bonne. Attends un petit peu, ça remonte à 40 ans, fait que le nom m'échappe pour le moment. Mais, donc, et la loi est toujours en retard sur la réalité. OK? Mais, depuis 1960, la loi est en avance sur la réalité, justement à cause de l'influence mondialiste. OK? Et il y a des choses, tu sais, comme toute la théorie du genre là, qu'on essaie de nous imposer. Ah ben... La raison pour laquelle ça boque, ça réagit, là, hein, comme on dit en bon québécois, ça boque. Oui. OK? C'est que justement, ça ne correspond pas à la conscience collective. Ah ben oui, les gens n'embarquent pas du tout. Ils n'embarquent pas du tout. Ils sont révoltés. Oui, pas du tout. Ben révoltés, je sais pas s'ils sont révoltés, mais en tout cas, il y a une incompréhension quand même de la part des gens en général. On trouve que c'est une idéologie très excessive, c'est-à-dire que, écoutez, les garçons et les filles, globalement, on sait à peu près c'est quoi, même si ça veut pas dire que il n'y a pas des cas d'exception. En la demeure, à peu près toutes les civilisations peuvent très bien déterminer ce qui est un garçon d'une fille, ce qui est un homme d'une femme. Et c'est comme si on essayait de nous imposer une révolution dans ce domaine-là, dans la catégorie de genre, ou de brouiller totalement les lignes, sur des bases idéologiques qui me semblent reposer sur des sables mouvants, personnellement. C'est des bases idéologiques, un point c'est tout. Oui, tout à fait. Alors, à partir du moment où c'est l'idéologie qui règne, l'idéologie, c'est quoi? C'est des poisons. OK? Alors, on peut pas... Il n'y a rien à faire avec ça, là. Je veux dire, c'est du poison de l'esprit, une idéologie. Ça te prive de toute capacité critique. Sur ces belles paroles, je pense qu'on va passer à la pause. On est déjà rendu? On est déjà rendu. Eh, mon Dieu, ça a passé vite. Ça passait vite. Voilà. Alors, on vous rappelle que vous êtes à l'écoute de radioinfocité.com, l'émission Point de bascule du mercredi soir. Et je suis en compagnie ce soir de Saint-Tienne Trempe et d'Alexandre Cormier-Denis. On vous revient dans quelques minutes pour le deuxième segment de l'émission et où on va s'intéresser aux questions internationales. Ici Félix Aimé Saint-Louis. Vous êtes actuellement sur radioinfocité.com. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est votre journal du soir avec François Saint-Louis
sur radioinfocité.com. Rendez-vous au motel Roberval dans la région du Lac-Saint-Jean. Vous serez les bienvenus au motel Roberval. Visitez le site internet pour obtenir plus d'informations. L'adresse motel-roberval.com ou appelez-les au 1-877-990-9903. Je répète, motel-roberval.com ou 1-877-990-9903. Votre rendez-vous de fin de soirée sur radioinfocité.com. C'est le journal du soir avec François Saint-Louis, ses chroniqueurs et ses invités. Tous les jours, 21h ou 21h30 sur radioinfocité.com. Une bascule, le deuxième segment radioinfocité.com, mercredi soir le 29 mars. Et pendant la pause, on s'est rendu compte qu'il y avait un ou deux sujets qu'on avait un peu escamotés rapidement. Alors, on va prendre la peine quand même d'y revenir pour faire en sorte qu'on couvre bien le champ des sujets qu'on s'était promis de couvrir. On va commencer en donnant la parole à Saint-Yann qui a pondu un bon article que j'ai trouvé, quant à moi, extrêmement provoquant. Mais merci beaucoup. Sur les indépendantistes réactionnaires. Ben, en fait, le titre de l'article, c'est pour être indépendantiste, il faut être réactionnaire. Donc, ça risque quand même, disons-le, de choquer un peu de gens, ce que tu viens de dire. Il y a des gens qui attribuent un sens péjoratif au mot réactionnaire. Mais c'est sûr. Il faudrait d'abord commencer par corriger cette perception-là. Ouais, bon, ben c'est un mot qui est mal reçu chez les indépendantistes. Moi, j'ai aucun complexe à dire que je suis réactionnaire. Dans quel sens? Dans le sens que je suis encore vivante pour réagir aux folies contemporaines. Donc, je pense que c'est complètement... Mais quand les gens pensent à réactionnaire, c'est pas nécessairement à ça qu'ils pensent. Ben, réaction? Non, retour. Ils pensent à conservatisme encrouté. Non, je sais bien. Mais bon. D'ailleurs, si on veut faire l'exégèse du mot, oui. La réaction, c'est en réaction à quoi? À la Révolution française. C'est-à-dire, ce sont les gens qui veulent retourner à la monarchie. C'est ça. Qui précédait finalement... c'est des anti-réformistes. Exact. Anti-révolutionnaires. Anti-révolutionnaires, oui, ouais. Ça peut dire ça. Réactionnaire s'oppose à... s'oppose à révolutionnaire. Voilà. Pour ça que ce soit clair pour tout le monde. Donc, moi, je réfléchissais comme ça, comme tous les indépendantistes, et j'avais conclu qu'on ne pouvait pas rester dans une pédagogie intellectuelle d'université. On a vu que la cause souverainiste est stagnante depuis surtout l'échec du dernier référendum. Puis je pense que c'est important de réintroduire des mots comme réactionnaire, des mots, un vocabulaire plus affirmé, décomplexé, parce qu'il y a comme une timidité dans le comportement, dans l'affirmation identitaire nationale d'abord. Exemple. Pardon? Un exemple de ça? Ben, un exemple, c'est que on a changé de nom 5 fois. Il n'y a aucun peuple dans le monde entier qui est passé de Canadien à Québécois francophone. Donc, pas capable de s'affirmer sur qui qu'on est avec le simple mot de se définir. Il y a là un grand problème. Puis moi, c'est de la soumission, dans le fond. La soumission aux faits historiques, d'accord, mais dans l'intérêt d'une reconquête de l'État-nation, de notre nation, donc à la base de l'identité de notre peuple, mais on récupère les mots qu'on a abandonnés ou qu'on s'est fait voler. Alors On se réapproprie. Oui. Ah, c'est quoi j'ai dit? Récupère. On récupère, pardon, on se réapproprie. Mais c'est intéressant, le concept est plus intéressant parce que il implique qu'on reprend ce qui nous appartient. C'est une reconquête, c'est exactement ça.
Donc, je pense que avec le terme réactionnaire vient également un état d'esprit plus combatif devant une léthargie générale. Les gens, je ne sais pas s'ils comprennent l'importance, mais ce que ça veut dire faire une indépendance effective devant un gouvernement qui n'est même pas prêt à reconnaître un référendum, devant un gouvernement à Ottawa qui est très réfractaire, qui ne sera jamais prêt à nous l'accorder. Pour une raison bien simple, il y a trop à perdre. Ben, c'est ça. Faire du Québec, là, je vais répéter notre ami Philippe Plamondon, mais c'est fractionner un pays en 3, récupérer 55 milliards par année à des Anglais. Oui. Ils se laisseront pas faire. Ben non, c'est certain. Et moi, je suis toujours surpris de la réaction de certaines personnes là, qui s'imaginent que les Anglais vont nécessairement être d'accord avec l'idée qu'on parte avec la moitié du pays. Hein? Il faut être réaliste, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu ça en 1993-14, quand j'étais président de l'Association des manufacturiers. Le conseil d'administration m'avait demandé de faire venir Jacques Parizeau pour leur faire une présentation, ce qu'il a fait. Il est venu, puis il a tout fait sa présentation en anglais. Je me souviens, c'était à l'hôtel de Reine-Élisabeth à Montréal. En anglais? Oui. Okay. Et puis, au fur et à mesure que moi j'étais en avant avec lui, je regardais au fur et à mesure que je voyais les réactions dans la salle, j'ai senti que la température montait. Et puis, ce qui semblait aller de soi pour Jacques Parizeau était loin d'aller de soi pour les personnes qui voyaient finalement leur pays s'évanouir devant leurs yeux. C'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, et ce que le Québec n'a jamais compris, que les dirigeants québécois n'ont pas compris, même en 1995, Jacques Parizeau ne semblait pas comprendre ça. Pour lui, ça allait de soi qu'on veuille. Mais pour le Canada anglais, il faut comprendre ce que c'est. Hein? Ils sont un pays du G8, d'un seul coup, on n'est plus rien, là. On est divisé, le Canada se retrouve déchiré en deux, comme le Pakistan en 1948, au moment de l'accession de l'Inde à l'indépendance. OK? Alors, on a bien vu ce qui s'est passé. Ça n'a pas duré longtemps. Et puis, il y a le Bangladesh est devenu un pays indépendant. Alors que ça devait être le Pakistan de l'Est. Oui. Bon, alors, mais donc, on peut comprendre la réaction mais à ce moment-là, quand on entreprend cette lutte-là, il faut en être conscient. Tout à fait. Et puis, il faut savoir contre quoi on va être confronté, contre qui on va se dresser. Et il faut réaliser qu'ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Non. Okay? Donc, c'est sûr que les cocktails d'information, le militantisme recyclé, les soirées d'histoire à la Société Saint-Jean-Baptiste, ben, c'est insuffisant pour fractionner le pays en 3. Alors, c'est pas de même que ça va se passer, c'est certain. Donc, je suis contente de vous entendre dire ça. Alors, il faut s'y prendre autrement. Oui. Donc, qu'est-ce que tu préconises? Ben, d'abord, une arme redoutable qu'on a, c'est l'intelligence. C'est l'esprit mental. Puis je pense que déjà, travailler notre... de se mettre dans un état d'esprit plus combatif, puis de reformuler, ou de récupérer une espèce de doctrine nationale. Moi, j'aime bien dire une doctrine guerrière, mais de sortir de la pensée provincialiste qui nous empêche de nous projeter. Ben oui, de nous projeter dans l'avenir, mais aussi d'identifier nos ennemis. Parce qu'on est en guerre. Ah, c'est clair. Et puis, regarde, c'est très intéressant, le fameux article qui est apparu dans la revue Maclean, là, signé par M. Andrew Potter. Ah oui. Hein? Bon, alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Puis dans ce sens-là, il y avait un article intéressant dans Le Devoir ce matin, pour une fois que je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Comment qu'elle s'appelle la chroniqueuse du mercredi, là? Oui, j'ai son nom sur le bout de la langue. C'est Francine Pelletier. Francine Pelletier, c'est ça.
Alors, c'est quand même intéressant là, de voir que ce qu'elle disait, d'abord, la première chose, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fédéraliste, hein, puis une mondialiste. Mais alors déjà, qu'elle soit prête à reconnaître que le rock nous haït, et puis que Andrew Potter incarne à la perfection les gens qui ont eu la frousse de leur vie en 1995 et qui ont compris que si ce n'était pas cette fois-là, c'était partie remise. Et qui nous en veulent énormément de ne pas vouloir partager avec eux l'expérience canadienne. Mm-hmm. Okay? Parce que dans le fond, c'est ça. Ah, mais ça c'est très intéressant ce que tu dis, Richard, parce que il faut se rappeler ce que c'est la volonté de survie des Canadiens français et puis des Québécois d'un point de vue canadien-anglais. C'est le refus du don qu'ils nous ont fait à la conquête d'appartenir à cette grande culture qui est la culture britannique. Ouais. Et les Canadiens français, en voulant demeurer catholiques et francophones, ont refusé cet immense don qui nous a été fait de devenir pleinement des sujets de la majesté et d'embrasser cette grande culture qui est la culture anglaise, écossaise, généralement britannique. Et ça les Canadiens est foncièrement suprématiste. Oui, mais ça, les Canadiens anglais ne l'ont jamais accepté. Que les Québécois, que les Canadiens français se projettent eux-mêmes comme une culture universaliste sur un pied d'égalité avec eux. Parce que, comme tu viens de le dire, ils sont dans une mentalité suprémaciste et ils ne comprennent pas qu'on veuille nous projeter nous-mêmes comme un universel en Amérique du Nord et qu'on refuse le don qui nous a été fait de devenir pleinement britannique. C'est une blessure pour ces gens-là. Mais en même temps, tu sais, il faut comprendre que le Canada, c'est une expérience en Amérique du Nord qui est différente de celle des États-Unis. Ah, totalement. Pour des raisons historiques qu'on connaît. Ah ben oui, okay. Et ils sont blessés qu'on ne veuille pas partager cette expérience-là avec eux. Exact. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on serait prêt, on aurait été prêt à le faire à une certaine époque si il y avait eu une reconnaissance de réciprocité. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Okay. Certainement pas au 20e siècle ou à la fin du 19e siècle, quand on a aboli toute tentative de faire du Canada un réel pays binational, avec l'affaire Riel, mais aussi avec l'interdiction du français dans l'Ouest, en Ontario, etc. C'est à ce moment-là où on a compris que ce grand rêve de fonder un vrai pays binational, c'était nous qui le portions. C'est les Canadiens français qui portaient ce rêve-là. Mais jamais en face, on a eu cette intention. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces questions-là ont été abordées là, récemment par Maître Christian Néron dans ses articles sur le rôle joué par George Brown, le père de la Confédération. Là. Mais c'est ça. On a été naïfs de croire à la Confédération, puis que nos droits et notre identité allaient être protégés par des textes constitutionnels. Écrits par des Britanniques. Écoute, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu le fameux traité de 1774, là, qui nous a donné... Hein, à ce moment-là, c'était Guy Carleton. Il ne pouvait pas faire autrement. OK, le gouverneur général, en fait, il n'était pas gouverneur général, mais c'était le représentant de la reine au Canada, et qui avait, il n'y avait pas le choix, hein, c'était pour éviter que... Le fameux Acte de Québec. C'est ça, le fameux Acte de Québec. Qu'est-ce qu'il fait, l'Acte de Québec? Il fait deux choses. Hein? D'abord, la liberté de religion, et puis la consécration de l'usage du français. Et puis de nos institutions civiles. En fait, trois choses qu'il fait. OK? Et c'est ce qui nous a permis de survivre. OK? Mais tout ça motivé par la crainte des révolutionnaires américains. Oui. Non, mais qui avait cette crainte-là? Pas les francophones. Ah ben non, c'est pas nous. Pas les Québécois. C'est l'Empire britannique. C'était les Anglais qui avaient cette crainte-là. Ah ben là, évidemment. OK? Évidemment. Alors, c'est ça. Finalement, l'histoire est tellement présente dans notre présent qu'elle détermine littéralement les comportements. Okay? Et l'exemple de ce Andrew Potter là, qui réagit, c'est l'exemple parfait. Et c'est en ce sens-là que l'article de Francine Pelletier, aujourd'hui, est si intéressant.
Bon, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'aimerais que tu nous parles de ta référence, là, du père Arès. Ma référence? Oui, dans ton article. Vous voulez que je vous lise? Non, que tu nous en parles un peu, que tu nous dises pourquoi tu as choisi ça, qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur ce thème-là? Pour être honnête, je me suis réintéressée à la cause nationale tout récemment, là, mais de façon différente qu'avant. Avant, j'explorais beaucoup plus des idées révolutionnaires, un peu anti-système. Mais dans la lignée aussi de ce qu'on connaît dans le mouvement souverainiste avec les patriotes, un peu inspiré par Pierre Falardeau, etc. Oui, c'est ça. Donc, je lisais beaucoup. J'étais très falardiste et j'ai comme réalisé qu'il y a une partie de l'histoire qui m'a été cachée dans l'éducation ici au Québec. Je n'avais jamais entendu, j'avais entendu évidemment, mais je ne connaissais que sous la forme du métro, Lionel Groulx, la pensée de Lionel Groulx. Même, je viens tout juste de finir la série de Maurice Duplessis. J'en avais jamais entendu parler. T'avais jamais entendu parler de Maurice Duplessis? Non, j'avais entendu parler de Maurice Duplessis, mais seulement d'une façon négative et non de ses contributions. Mais là, je viens tout juste de faire l'acquisition d'un texte qui avait été écrit par Rumilly. Ah, ça, c'est extraordinaire. 15 ans de réalisation. Je réalise qu'il a été 1 an de plus au pouvoir que René Lévesque. Je réalise qu'il a fait beaucoup plus de choses que n'importe quel autre premier ministre de la province. Puis, j'ai comme voulu approfondir ma réflexion sur la doctrine nationale à travers les écrits de Groulx, puis je suis tombée sur l'ouvrage de M. Arès. C'était quoi son prénom? Richard. Richard Arès. Le même que vous. Le même que moi, Richard Arès. Richard Alors, c'est un jésuite? Oui, c'est ça. Donc, alors, c'était à l'époque, on l'appelait le père Arès. Et c'est très intéressant parce que dans ton texte, Cinq-Sian, tu reprends les catégories dont Arès parle, les 4 catégories de Canadiens français dans notre question nationale. Les optimistes, les résignés, les indifférents et les réactionnaires. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les optimistes, c'est un peu ceux qui sont un peu béats, ils voient pas le problème. Les résignés, c'est ceux qui savent que ça va mal, mais voilà, ils sont résignés, ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire. Les indifférents, c'est ceux qui sont retranchés dans leur petite vie individuelle. Et les réactionnaires, ce sont qui? Ce sont ces Canadiens français, aujourd'hui ces Québécois, qui veulent encore en découdre, qui sentent qu'il y a une injustice qui est nôtre et qui veulent changer les choses. Et c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de reprendre le terme réactionnaire pour se l'approprier. J'ai, quant à moi, là, peine à aborder le problème sous l'angle de l'injustice. Pour moi, c'est simplement une question d'émancipation et que tout le monde, à un moment donné, arrive à un point où, pour poursuivre son chemin, il a besoin de cette émancipation, sinon il meurt étouffé. OK? Et c'est là la situation dans laquelle on est. Oui. Alors, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ton texte a suscité beaucoup de commentaires sur Vigile et de la part de personnes là, qui sont attachées à la défense de la cause depuis très longtemps. Oui, non, mais je comprends tout à fait. Puis, on est toujours blâmé par les fédéralistes, puis on est toujours intimidé par les médias de masse qu'on ne peut pas être nationaliste aujourd'hui ou souverainiste. C'est honteux. Non, mais c'est leur donner raison. Il y a quelques années, on voulait même changer le nom de la station de métro Lionel Groulx. Oui. Il y a eu des pressions. Tu te rends compte? Alors... Oui. Sous prétexte de certains propos. Et quand on regarde l'histoire canadienne, on se rend compte que Mackenzie King a eu des propos pas mal plus blessants que ceux de Lionel Groulx. Il faudrait changer tous les collèges et toutes les institutions qui portent le nom de Mackenzie King au Canada anglais. Il y aurait du travail à faire. Mais bon,
Alors, on n'a pas de complexe à avoir. Non, c'est de la terreur intellectuelle, puis... Et puis, il faut s'assumer. Le combat national est beaucoup plus grand. Mais il faut comprendre que c'est une lutte à finir, c'est guerrier, oui, dans ce sens-là, oui, c'est une guerre. Ben, c'est un comportement à avoir au quotidien, puis une fois qu'on a... les principes d'unité, la doctrine nationale, toutes nos actions au quotidien en découlent puis vont dans ce sens. Je suis ravi d'entendre quelqu'un aussi jeune tenir de tels propos. Moi aussi. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Bon, écoutez, on a débordé avec nos questions nationales sur l'espace qu'on avait réservé aux sujets internationaux. Alors, on va y venir et on va essayer de mener ça un peu au pas de charge. Écoute, Alexandre, commence-nous donc par nous faire un petit point sur la situation politique en France. Là. Ah, ben là, écoutez, plein de rebondissements. Là, il y a la femme de M. Fillon, qui est inquiété par la justice. Ça va loin, là. Oui, ça va très loin. Ça veut dire que les affaires judiciaires du candidat, pour le rappeler aux auditeurs, M. François Fillon, qui est l'ancien premier ministre du président Sarkozy, qui est le ténor de la droite, il a, contre vents et marées, réussi à se faire élire comme candidat représentant la droite pour les présidentielles françaises. On pensait avoir peut-être M. Juppé. Finalement, M. Juppé a été complètement battu. Et Sarkozy également a été battu. Et c'est M. Fillon qui s'est retrouvé à être le porte-parole de la droite et du centre en France. Or, François Fillon faisait une campagne sur l'honnêteté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un article du Canard enchaîné dévoilant qu'il avait donné des contrats. Et même salariés. Oui. À ses enfants mineurs. Oui, qui sous prétexte qu'ils étaient avocats, finalement on s'est rendu compte qu'à l'époque où il leur donnait un salaire, ils n'étaient pas encore diplômés. Alors finalement, il s'est servi des fonds publics pour les donner à sa famille. Et là, sa femme vient d'être inquiétée par la justice. Alors, c'est la dégringolade sans arrêt de M. Fillon. De l'autre côté, il y a une chose assez intéressante. On a l'ancien premier ministre de M. Hollande, Manuel Valls, qui est donc membre du Parti socialiste, et avait signé un document le rendant, disons, responsable, ou disons, le rendant solidaire du candidat socialiste qui allait être désigné lors des primaires. Et c'est Benoît Hamon. Et voilà, c'est Benoît Hamon qui a été élu, donc un rival politique de M. Valls. Mais Valls s'était engagé à supporter... Alors, il a renié sa signature. Et il vient de renier sa signature. Pour se rallier à... M. Emmanuel Macron. Et là, ce qui pose un peu un problème tactique à M. Macron. C'est-à-dire qu'il ne veut pas apparaître comme le candidat de la continuité du mandat précédent, qui est le mandat de François Hollande, qui est le gouvernement le moins aimé de toute la Ve République, le plus impopulaire de la Ve République. Alors Macron veut se présenter en rupture avec la présidence de Hollande. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que Valls n'est pas seul, il y a plein d'anciens ministres et socialistes qui viennent dans sa campagne et qui disent le supporter. Alors, c'est l'implosion ou l'explosion du Parti socialiste. Totalement. Alors là, on se demande comment le Parti socialiste va survivre, parce que si les anciens, disons, les ténors du Parti socialiste ne respectent même pas les consignes de vote de leur propre parti et soutiennent un candidat qui n'est pas dans le Parti socialiste, mais où va aller le Parti socialiste français? En plus qu'avec ce qui s'est produit au régional, c'est-à-dire que les listes socialistes ont été retirées pour faire barrage au Front National. Il y a des régions complètes en France où le Parti socialiste a été laminé. Il n'est même plus présent. Il faut que les élus socialistes payent eux-mêmes les contributions des membres pour conserver leurs membres dans les fédérations socialistes. Donc, ça va extrêmement mal sur le terrain même du militantisme pour le Parti socialiste. Et là, en plus, il y a l'explosion de la tête dirigeante. Donc, en France, il y a vraiment un remodelage total et complet de la scène politique française, à gauche, mais pas seulement à gauche, également à droite, où on a
disons, des ténors de la droite traditionnelle française qui ont mangé toute une volée. On pense à Juppé. Ah, ben, qui mangent une Juppé. Mais non seulement ça, mais il y a des gens qui, maintenant, se mettent à soutenir la candidate patriote qu'est Marine Le Pen. On pense à un homme comme Philippe de Villiers. Ah oui, tout à fait. Là, ça y est, là. De toute façon, il faut comprendre une chose. Philippe de Villiers, c'est probablement celui qui pourrait devenir le premier ministre de Marine Le Pen si elle devenait devenir présidente. Tout à fait. C'est une grande possibilité. D'abord, c'est celui qui est envisagé. Qui a le plus d'expérience politique et d'expérience de gouvernement. C'est un homme qui a écrit plusieurs ouvrages, hein, d'ailleurs, plutôt intéressants. Moi, je les ai presque tous lus. Oui. Et franchement, c'est un bonhomme avec une culture remarquable, fascinant de profondeur. C'est rare de trouver ça là, chez un homme politique, parce que en politique, tu es toujours obligé de dissimuler le fond de ta pensée. Et c'est le créateur, oui, tout à fait. Et c'est le créateur du Puy du Fou. Ouais. Qui est finalement... Un grand parc d'attractions. Un parc d'attractions historique médiéval français, qui est une réussite économique incroyable. Ouais, oui. Et qui fait des émules un peu partout dans le monde, là. Exactement. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir ce ralliement de M. de Villiers envers Marine Le Pen, parce que c'était pas du tout quelque chose... de prévu au départ. De prévu et d'évident aussi à faire. Non, pas évident du tout. C'était que Philippe de Villiers, je pense, n'avait pas beaucoup de respect pour le père de Marine, c'est-à-dire pour Jean-Marie Le Pen. Ouais. Je pense pas qu'il aurait pu faire ça à l'époque de Jean-Marie. Or là, ça se fait. Donc, il y a comment je dirais, vraiment un recentrage. Oui, un recentrage et un changement majeur de la scène politique française. Donc, c'est une élection très intéressante à suivre. Ah, oui. Alors, ça, c'est pour la situation en France. Aux États-Unis, la situation est diablement compliquée à l'heure actuelle. Alors, c'est particulier, cette histoire. Trump, il peut pas faire signer ses... Ben là, d'abord, il y a eu une défaite là, sur son projet de réforme de l'assurance santé. L'assurance santé, Obamacare, là. Et on apprend aujourd'hui... De la part, juste pour les auditeurs, et il a été trahi par son propre camp. Oui, c'est ça. Les républicains ont voté contre. Okay. Parce qu'on ne sait pas si c'est un président républicain. Non, oui. Mais les républicains ont voté contre la réforme qu'ils proposaient. Et bon, il y a eu des développements depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, on apprend qu'il se pourrait que dès la semaine prochaine, ce soit de nouveau présenté au vote. Le même? Le même. C'était trop social. Ben, c'est parce que, de toute façon... L'implosion du système de l'Obamacare là, est garantie. Okay? C'est juste une question de quelques semaines. Et j'ai même lu que ça pourrait être dès le 20 mai, que ça pourrait être explosé totalement. Ensuite, il faut comprendre que pour réussir leur volet de réforme fiscale, il faut absolument qu'ils aient réglé le problème de l'Obamacare. Et là, quand ils ont réalisé qu'ils n'auraient absolument rien à se mettre sous la dent sur le plan fiscal, ils ont peut-être compris qu'il était dans leur intérêt qu'ils votent les réformes proposées sur l'Obamacare. Sans ça, il n'y en aurait pas de programme, puis ils seraient tout nus dans la rue, là. Alors, il y a ça. Mais il y a encore cette fameuse opposition systématique à Trump de la part de l'État profond. Enfin, d'une partie de l'État profond. En fait, l'État profond américain est en guerre contre lui-même. Il y a des factions qui sont littéralement opposées. Et tout ça traduit, finalement, ces choses-là surviennent quand ça va bien, c'est pas des choses qui surviennent. Donc, quand ça survient, c'est un signe, un symptôme que ça va très très mal. Tu sais, quand les têtes commencent à se dévorer entre elles, c'est parce qu'ils n'ont plus grand-chose à se mettre sous la dent, hein? Alors, c'est pour ça que la lecture aussi des événements aux États-Unis est, je trouve, de plus en plus complexe. Ouais. Il faut vraiment s'y intéresser pour bien comprendre, décoder ce qui se passe. Ouais. C'est très, très complexe. Et il y a encore toute cette gauche de Soros et de Clinton, là, parce qu'ils sont dans le même bain, qui cherchent à enlever
à contester la légitimité du pouvoir de Trump. Oui, hein? Bien sûr. Et ils n'arrivent pas à se résigner à la défaite. Et ils s'imaginent qu'ils sont en mesure de peser sur le cours des événements pour faire en sorte que Trump s'en aille. OK? Et ils pensent qu'ils pourraient, si Trump s'en allait, démissionnait, ça serait nécessairement le vice-président élu qui prendrait sa place, donc Pence. Et ils ont le sentiment qu'ils seraient capables de contrôler Pence. Alors, ça place Pence dans une position extrêmement délicate. Bien sûr. OK? Parce qu'à tout moment, sa loyauté est questionnée. Et remise en question, oui. Voilà. Alors, ça, c'est compliqué. Puis ensuite, il y a toute la dégradation économique des États-Unis. Tu sais, à l'heure actuelle, là, les États-Unis s'en vont vers une grave crise budgétaire et qui risque d'amener à la fermeture des activités du gouvernement dès le mois de septembre prochain. OK? Ça s'est déjà produit dans le passé. OK? Mais cette fois-ci, compte tenu de la taille des enjeux qui s'est magnifiée depuis, trouver des solutions de compromis, ça serait beaucoup plus difficile et ça prendrait beaucoup plus de temps. Okay? Donc, il y a une espèce de radicalisation aussi des positions. Et puis, tu sais, il y a tout de même les statistiques qui nous renseignent sur l'évolution de la situation économique aux États-Unis et qui ne sont pas rassurantes du tout, là. Tu sais, quand tu es rendu à des taux de croissance à considérer comme optimiste, un taux de croissance de 1,2 %, tu vois qu'on a des problèmes, là. Et encore, il faut savoir que le 1,2 % pour qu'on arrive là, il est boosté aux hormones. OK? On l'a traficoté de toutes les façons possibles et imaginables pour le faire gonfler à 1,2 %. Bon, alors il y a ça. Il y a la surévaluation des valeurs boursières. Ah oui, là, on est rendu, on est dedans, là. Oui. Et ça commence à paraître. Il y a le ralentissement de l'activité économique, il y a l'effondrement du secteur immobilier commercial, OK? À cause de la transformation du commerce avec l'électronique, en partie, mais aussi à cause du ralentissement économique, de la diminution de l'importance des classes moyennes. Il y a l'endettement phénoménal, autant du gouvernement que des familles, que des particuliers, que des étudiants. Oui, la dette étudiante. La dette étudiante, c'est épouvantable. Quand tu commences dans ta carrière avec des dettes de 150 200 000 $. C'est devenu aussi un outil spéculatif, hein, c'est devenu... oui. Donc, il y a des chances aussi que ça soit la bulle, non pas immobilière, mais bien des dettes étudiantes qui contribuent à un crash. Aussi, un crash, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, c'est prévu depuis quelques années. Moi, ça fait quelques années que j'ai lu déjà là-dessus. On sait qu'il y a un problème. On voit le problème prendre de l'importance, puis là, il est rendu très important. Exact. Il y a aussi la désaffection. Il y a des villes là, comme Chicago qui est en train de se vider. Oui. Qui est en train de connaître exactement la même situation que celle de Détroit. De Détroit. Et j'ai justement un ami qui vit à Chicago, qui d'ailleurs contribue à l'occasion à Vigile, et qui occupe des fonctions très importantes dans un grand trust financier, est un spécialiste des investissements, des placements, et il m'a annoncé récemment qu'il allait quitter Chicago. Ah oui. C'est la deuxième ville la plus peuplée. Hein. Oui, parce que ça va pas, là. C'est devenu une ville très dangereuse. Oui. OK. Puis alors, ils sont aux prises avec des problèmes de police, avec des problèmes de corruption, avec des problèmes de... Oui, c'est vraiment grave, là. Il y a le taux des crimes violents est un des plus élevés aux États-Unis. La sécurité est menacée. Et puis, les problèmes de gestion municipale se posent. Les fameux fonds de pension des employés du secteur public sont sous-financés et les obligations sont en train d'exploser à cause des départs à la retraite, du vieillissement, etc. Et alors, il y a beaucoup de ces régimes-là qui ne seront pas en mesure de tenir.
alors je vous parle de Chicago, mais c'est le cas de plusieurs autres grandes villes aux États-Unis. Dans toutes les... En Californie, on ne peut pas dire que c'est la vie en rose non plus, hein. Ils ont des gros problèmes là aussi. Et il y a un ralentissement de l'activité dans le secteur de la haute technologie. Alors tout ça finit par peser. Et puis alors, il y a l'immense besoin de réinvestissement dans les infrastructures et qui, à l'heure actuelle, est en train de grever les perspectives budgétaires des États-Unis d'une façon phénoménale pour les années à venir. Donc, c'est un pays en crise. En déclin. Une puissance À la fois en crise et en déclin. Oui. En crise à cause du déclin ou en déclin à cause de la crise? Ben le déclin était... Hein? C'est la poule ou l'œuf. Mais chose certaine, c'est que les deux sont réels. La crise est réelle et le déclin est réel. Et évidemment, quand un pays aussi grand qui a occupé une place aussi importante que les États-Unis sur l'échiquier mondial connaît cette crise-là, ben c'est toute son emprise sur le fonctionnement du monde qui est en train de se défaire. Et c'est ce qui amène, par exemple, Trump à dire à propos de l'OTAN, OK, c'est bien beau l'OTAN, là, mais on ne veut pas être les seuls à financer ça, là, contribuez votre part. Et alors l'Allemagne qui reçoit une facture de je ne sais pas combien de milliards et qui grince, OK? Puis qui prétend qu'elle ne le doit pas. Ben, c'est sûr. Alors, c'est sûr que si on regarde simplement la lettre des ententes internationales signées du traité de l'OTAN, effectivement, ça n'est pas dû. Mais si les Américains s'arrêtent de financer l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Ben non, exact. Mais non, okay. C'est ça. Les États-Unis sont l'OTAN. Et puis ensuite, il y a toute la question de l'incidence que ça a sur la crédibilité du parapluie qu'offre l'OTAN à l'Europe. Oui. Et puis il y a toute la situation des pays de l'Europe de l'Est, on en a déjà parlé, qui se sont joints et qui ont, en réaction, quand ils ont été, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, là, on parle de pays comme la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, OK? C'est des pays ou la Roumanie, ou la Bulgarie, ou la Hongrie, ou la Pologne, c'est des pays qui s'imaginent avoir pu s'affranchir en se ralliant aux Américains et se croyaient à l'abri de la Russie à cause du parapluie américain. Puis d'un seul coup, ils découvrent que le parapluie est plein de trous. Puis qu'il s'apprête à pleuvoir dur. C'est la politique de porte ouverte qui avait mise en place par les États-Unis d'ailleurs pour pouvoir implanter des bases américaines à la frontière de la Russie. Ouais. Donc, eux, ils n'étaient pas tant obligés de contribuer militairement, c'était plus un... Comment dire... c'était donnant-donnant. Donc, vous intégrez l'organisation, puis nous, on peut s'implanter sur votre territoire. Donc, il y a comme un problème de souveraineté. Puis il y a toute une question aussi d'équipement militaire. Hein? Je regardais certains chiffres. L'Allemagne n'a plus que 260 chars. À une certaine époque, on en avait 3000. Au moment de la guerre froide. Tu comprends que ça fait une différence hein, quand tu t'apprêtes ou tu penses avoir à livrer une guerre. Et puis, il y a toute la question des missiles. Il y a juste... sur les 22 États membres de l'OTAN, il y a juste 4 pays qui peuvent mener une opération de A à Z. Oui, c'est ça. Puis encore là, l'Allemagne puis l'Allemagne n'est même pas en mesure. C'est ça, l'Allemagne ne respecte même pas son 2%. En fait, tous les pays de l'OTAN se sont engagés à investir 2% de leur PNB. Produit intérieur brut. Oui, PIB dans la défense. Et il y a la Grèce qui le respecte, les États-Unis, évidemment. C'est quand même ironique que ce soit la Grèce qui le respecte. Oui, effectivement. Mais il y a une base super importante stratégique en Grèce. Oui, mais il y a une autre raison. Hein, c'est parce que parmi les conditions qui ont été fixées aux prêts qui ont été consentis à la Grèce par la communauté internationale, il y avait l'obligation de respecter le 2%. Ah ben, c'est ça. D'accord. Hein? Oui, il y a plusieurs raisons aussi. Voilà. Mais... Alors, bon. Et donc, on a une situation là, qui, à l'heure actuelle, est explosive. Et là, sans même parler là, de la question de l'immigration qui est en train de prendre
des dimensions, mais apocalyptiques, littéralement. Et alors, tout ça dans un contexte de crise économique. Alors, ce qui veut dire que dans un contexte de crise économique, bien, la capacité de supporter le poids de cette immigration-là, le poids économique, va être de nouveau remise en cause. Donc, nécessairement, on s'en va vers des affrontements violents, qui se produisent d'ailleurs déjà dans certains pays, y compris même la Suède. OK? Ben oui, là, c'est catastrophique, là, en Suède. Okay. En Suède, en ce moment, là, c'est l'état de guerre. Mais ils ont pratiqué une politique totalement irresponsable sur l'immigration. Et là, ils en payent vraiment le lourd prix là. Et même... il y a des témoignages de Suédoises qui ne peuvent plus sortir le soir dans la rue. Sur Vigile, aujourd'hui, on a un article sur la Norvège, où là encore, la question de l'islamisation commence à poser problème. Créer, on va dire les choses gentiment, un certain agacement. Non, mais c'est ça. On est gentil. Eux, ils ne veulent plus d'immigration. Ils n'en veulent plus. Okay. Migration zéro. Alors, je vous dis que, puis à travers tout ça, maintenant, il y a le Brexit. Ah, Madame May, qui vient de signer. Alors, il y a 6 mois, là, vous vous souviendrez, là, d'abord, le Brexit, là, ça n'arrivera jamais. Puis Richard, ça n'arrivera jamais. Trump, ça n'arrivera jamais. Marine Le Pen, ça n'arrivera jamais. Voilà, hein? Alors, on a bien vu. Oui. Et puis là, même après le lendemain du vote, les gens disaient « Ah, de toute façon, jamais le gouvernement britannique déclenchera le Brexit. Et puis s'il le fait, ça ne sera pas avant 5 ans, etc. » Bon, ben écoutez, 6 mois plus tard, là, on sait, là, c'est dans puis l'article 50 a été... L'application de l'article 50 a été déclenchée par le gouvernement britannique qui demande à se retirer de l'Union européenne. Alors, ça, c'est aujourd'hui, ça, que ça a été formalisé de façon officielle. Et alors, encore une fois, on disait, il y a quelques mois, il y avait même des actions entreprises devant les tribunaux pour empêcher Mme May de procéder. Et puis, finalement, lorsqu'il est venu le vote sur sa motion, elle a passé haut la main. C'est vraiment rassurant de voir ça. C'est la preuve qu'un nouveau monde... un nouveau monde est possible. Oui. Un nouveau monde au-delà des directives de l'État-région qu'est l'Union européenne. C'est ça. Alors, évidemment, ça, c'est pour nous. Mais en même temps, il faut comprendre quelles sont les conséquences pour le Royaume-Uni. Hein? D'abord, l'Écosse, ça y est, demande... mais alors, les Britanniques ont répondu non. Il n'y aura pas de référendum immédiatement. Et l'autre chose, c'est que depuis... Cette question-là du retrait du marché commun est particulièrement mal perçue en Irlande du Nord. OK? Et donc, depuis 5 mois, là, ils n'arrivent plus à reformer un gouvernement en Irlande du Nord. Et on commence à comprendre que ça ne sera pas possible d'aller vers d'appliquer la règle du home rule, c'est-à-dire que les gens se gouvernent localement, et qu'on va revenir au ce qu'ils appellent le direct rule. Et à ce moment-là, où c'est le gouvernement britannique lui-même qui contrôle l'Irlande du Nord. Ça, encore une fois, ça c'est grave, parce que l'objection de l'Irlande du Nord, évidemment, c'est l'Irlande du Nord avait été bénéficiaire du statut de l'Union européenne, de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, et elle va perdre ce bénéfice-là. Et c'est parti, ça la place dans une position défavorable vis-à-vis de l'Irlande, là. Ouais, hein? La République. La République d'Irlande. Alors, on s'achemine de nouveau, évidemment, à des affrontements. OK? Les Irlandais du Nord vont se sentir enclavés, OK? Et ils vont se sentir défavorisés. Alors, il y a même des mouvements qui vont se faire pour favoriser une union entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Probablement. C'est déjà en cours. C'est un vieux rêve, ça. C'est déjà en cours. Mais chaque fois que ce rêve-là vient pour passer à l'exécution, il y a la fameuse question de l'affrontement entre les protestants et les catholiques qui survient. Bien sûr. Alors, quand ça déclenche, c'est pas beau.
Alors, ça donne des résultats catastrophiques à chaque coup. Alors, les conséquences à l'heure actuelle de ce qui sont en train de se passer sont énormes partout. Partout, partout, partout. Ça ne veut pas dire que c'est parce que ces conséquences-là peuvent se produire que les événements qui y conduisent vont être interrompus dans leur course. Ça veut tout simplement dire qu'il faut s'attendre à ce que ça brasse beaucoup dans les années à venir. Oui, c'est comme ici, hein, éventuellement, on l'a dit, la situation aux États-Unis, la situation, les échanges, imagine simplement le contrôle, la fameuse entente de libre-échange entre le Canada et l'Europe, qui n'est déjà pas entièrement assise. Il faut que la France élise Madame Le Pen. Madame Le Pen, c'est fini, là, il n'y en a plus. Non, c'est ça. Il n'y a plus de TAFTA. Et puis, il n'y a plus d'AECGL, là. Ouais. Hein? D'ailleurs, c'est fou, hein, parce qu'on se rappelle que dans les années 90, on nous promettait la fin de l'histoire. Oui. Hein, on avait trouvé la démocratie libérale se répandrait partout sur la planète, puis globalement, on avait trouvé le meilleur système politique qui soit, on tendait vers une espèce d'unité mondiale, etc. Et là, on se retrouve... le fameux professeur américain qui a un nom japonais, là, Thomas Fukuyama. Voilà, le dernier homme et la fin de l'histoire. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est le même titre, en fait, c'est inspiré du même titre, Éric Duhem. Oui. Hein, le dernier gay et la fin de l'homosexualité, c'est un clin d'œil à l'ouvrage de Fukuyama. Je referme la parenthèse sur M. Duhem. Tout ça pour dire que, voilà, l'avenir est ouvert. On n'est pas du tout dans je dirais, une ligne du temps qui est programmée. On voit que les peuples réagissent, les peuples élisent des gens qui sont pas censés élire, les peuples prennent des décisions radicales qui sont pas censées être prises si on suit la narration médiatique, et pourtant les choses avancent. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre confiance dans la souveraineté. Et je rebondis sur ce que tu disais durant la première heure, Richard, les possibilités des rebonds de l'histoire sont là. Et il faut savoir les saisir. Exactement. Et pour ça, il faut être à l'affût. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'est même pas... à un moment donné, on va se retrouver dans la situation où on n'aura juste pas le choix. Tu sais, parce que on n'est pas loin là d'une explosion économique du Canada. Ah oui, toi, je sais, ça, c'est ta grande thèse. Oui, non, mais c'est pas une thèse, hein. C'est ce que tu avances. Non, c'est même pas moi. Je veux dire, les chiffres sont là. Ah, d'accord. OK? C'est pas une thèse, c'est une synthèse. Bon, écoute. Alexandre, c'est plus la fin de l'histoire, là. C'est la fin du Canada. Non, c'est le choc des civilisations. Ah oui, ben ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, c'est autre chose encore. Mais on est dans une situation sans précédent. Et nécessairement, on va se retrouver, on va déboucher devant des situations nouvelles. OK? Alors, on va avoir que des surprises. Est-ce qu'elles en vont toutes être bonnes? Pas sûr. Non. Il y en a même quelques-unes qui risquent d'être fort mauvaises. Non, il y a des trucs quand même assez inquiétants. Il va y avoir des pleurs et des graisses maintenant, c'est certain. Oui. Mais à travers tout ça, il faut savoir être optimiste et comprendre que, comme le signe chinois l'illustre tant, le yin et le yang? Non, c'est le même signe qui veut dire pour le défi et la menace. Ah! OK? Alors, donc, c'est une opportunité et puis un danger. C'est le même signe. OK? Dans c'est pas un alphabet, mais c'est... Non, c'est pas un alphabet. Non. Les caractères chinois. Oui, les pictogrammes. Oui, c'est plutôt des pictogrammes. Oui. Alors, on va vivre ça. C'est pas... c'est ça, c'est stressant, hein? Ben oui, on vit un moment historique particulier, en effet. Oui. Et, il y a des mouvances de population. Puis dans l'histoire nous a enseigné regarde, il y a plein de toujours accompagné de guerres civiles. Puis à part ça, il y a plein de signes. Regarde
ces jours derniers, là, il y avait encore une annonce absolument invraisemblable. Le prochain tremblement de terre qui va se produire aux États-Unis, en Californie, et on dit qu'il est maintenant plus proche qu'il ne l'a... Tu sais, ça fait longtemps qu'on l'attend. Le dernier a eu lieu, si ma mémoire est fidèle, en 1857, à San Francisco. Et puis... mais le prochain, il risque de précipiter des sections entières de la Californie dans la mer. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont sorties ces derniers jours-là. Puis, c'est pas Dieu, c'est catastrophique. Hein? Non, c'est pas catastrophique, là. Mais, la Terre, l'univers obéit à des cycles profonds. Tu sais, la géologie, c'est les plaques tectoniques. Mm-hmm. Mais l'activité humaine est régie par les mêmes forces, puissances, qui se répercutent à une échelle infiniment plus petite, jusque dans l'activité humaine. Et c'est les mêmes principes, les mêmes forces centrifuges, centripètes, des dynamiques, des inerties, tout ça là, tout est en train de se... C'est pas reposant, là. On est dans une activité, on a une période d'intense activité. Oui, tout à fait. On sent que les choses bougent. À l'international, au Québec aussi. À l'international et au Québec aussi, on sent que les choses bougent beaucoup. C'est pour ça que il faut se tenir à l'affût et il faut sortir, je pense, aussi des vieilles certitudes. Hein. C'est-à-dire, c'est le temps de faire preuve d'un peu d'audace, notamment pour le mouvement souverainiste. C'est un peu ce qu'on essaie de faire à Vigile, d'ailleurs. S'il y a une seule chose de certaine, c'est l'incertitude. Okay? On est dans les paradoxes. Okay? Et ça nous amène à une toute autre situation que celle qu'on a connue de ma génération. On a vécu des années tranquilles, hein, pépère, pas à peu près. Oui, en même temps, bon, écoute, les années 60, c'était quand même la contre-culture. Turbulent, oui, mais on progressait. La société projetait une image de progrès. Mm-hmm. C'est beaucoup moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Le progrès aujourd'hui, là, il faut que tu fouilles. C'est comme les chercheurs d'or là, qui sont obligés de glaner beaucoup de terre pour trouver une petite pépite ici à droite à gauche. OK? Ben c'est ça, là. Alors que dans les années 60, les gens se disent, oui, c'est vrai, maintenant, ils vont dire, oui, mais le progrès technologique. Le progrès technologique, là, ils ne réalisent pas là, que ce qui est important, c'est pas tant la technologie comme la maîtrise de la technologie. Avec la technologie, tu ne fais pas grand-chose. Une technologie pas maîtrisée ne te donne rien. Et alors, quel est le plan? Quel est l'objectif? Tu sais, c'est ça. Et tout ça, à l'heure actuelle, est discuté. Oui. Je pense que l'émission se tire à sa fin. Déjà? Oui. Bon, tu sais que ça passe vite. Bon, ça, Richard. OK. Alors, écoutez, ça a été un plaisir, comme d'habitude. Oui, tout à fait. On est content que Cinxiane ait été parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Et oui, bien sûr. On espère que vous avez trouvé votre compte dans notre émission de ce soir. Et on vous revient, bien sûr, la semaine prochaine. Alors, on vous rappelle que vous êtes à l'écoute de radio-infocité.com, l'émission Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Et c'est vrai, j'ai plus Jean-Claude Pomerleau à taquiner avec ça, là. Alors, j'allais presque l'oublier. Donc, on vous revoit la semaine prochaine. Entre-temps, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les transmettre, ça nous fera plaisir. Et on souhaite toujours être aussi informatif qu'on peut l'être pour vous.